Bonjour à tous, voici votre flash d'information sur les dernières nouvelles de la tech mondiale qui vous est servi sur un plateau par votre fidèle serviteur. Aujourd'hui, il sera question du nouveau PDG d'Amazon, Andy Jassy, d'un certain Salvatore Pais, l'homme qui aide l'armée US à inventer des armes de science-fiction. Et oui, rien que ça. On ira en Allemagne, à la rencontre de chercheurs qui ont créé une pâte pouvant stocker l'hydrogène. Nous reviendrons en France où des chercheurs lillois planchent sur le dépistage anti-Covid sur smartphone. Puis toujours en France, vous en saurez plus sur une initiative de Microsoft qui, en 24 heures, a organisé 13 opérations chirurgicales avec leur casque HoloLens de réalité augmentée. Nous irons à la rencontre du docteur Fatima Ibrahimi qui a inventé un moteur qui nous permettrait d'atteindre Mars 10 fois plus vite. Et enfin, retour sur notre continent, au Togo, où le docteur Victor Agbegnenu a présenté à la presse le 21 janvier dernier une solution de cartable numérique pour l'école supérieure d'administration et de gestion de Lomé. Bon, eh bien, ça nous fait de bonnes nouvelles enrichissantes à connaître en 10 minutes chrono. Tout le monde est prêt? On y va? Alors, en premier lieu, qui est Andy Jassy, le futur patron d'Amazon? Architecte et patron d'Amazon Web Services, ce New-Yorkais de 53 ans a fait de la division cloud le fer de lance du groupe. Il remplacera Jeff Bezos, dont il est un fidèle de longue date, au troisième trimestre de cette année. Pour tout vous dire, tout le monde était convaincu que Jeff Bezos n'allait pas laisser les clés d'Amazon à n'importe qui. C'est logique. En choisissant Andy Jassy comme successeur, le patron du géant de l'e-commerce est épargné des surprises. Son remplaçant est un compagnon de longue date, fidèle à ses principes et à sa vision de l'entreprise. Andy est bien connu au sein de la société et est chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un excellent leader et il a toute ma confiance, explique Jeff Bezos dans une lettre adressée aux salariés. Andy Jassy est un Amazonien de la première heure. Il a rejoint l'entreprise en 1997, 3 ans après son lancement. Amazon était encore à l'époque qu'un libraire en ligne qui cherchait à étendre son catalogue au CD. Andy Jassy, technophile minutieux et titulaire d'un MBA de Harvard, est devenu peu à peu un conseiller technique de Jeff Bezos. C'est en 2003 que les choses s'accélèrent avec la création d'Amazon Web Services, AWS, la branche de stockage et traitement des données en ligne qui génère aujourd'hui une bonne part des profits du groupe. En effet, en 15 ans, Amazon Web Services a transformé profondément la manière dont les entreprises utilisent les outils informatiques. Des dizaines de milliers d'entre elles confient désormais le stockage et le traitement de leurs données en ligne à des tiers. Pionnière du cloud public, la division d'Amazon dispose aujourd'hui d'une part de marché d'environ 34% et s'avère bien plus rentable que la branche e-commerce. Elle pèse aujourd'hui pour près des 2 tiers du résultat net du groupe, 63%. Qui? Alors le groupe, je vous parle. Je vous le rappelle, les résultats sont de 280 milliards de dollars pour 2019 et une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars au 31 janvier 2020. En deux, une arme de modification de l'espace-temps, un avion hybride aérospatial sous-marin capable de modifier le tissu de notre réalité jusqu'à son niveau le plus fondamental, ces inventions semblent sortir tout droit d'œuvres de science-fiction. Pourtant, toutes ont été étudiées très sérieusement par l'armée des États-Unis. Le média The Drive a publié une série d'enquêtes sur de nombreux brevets déposés par le Pentagone et issus des théories d'un mystérieux chercheur, le docteur Salvatore César Pais. La plupart de ces inventions s'appuient sur un phénomène physique théorique nommé l'effet Pais, produit par un mouvement de matière chargé d'électricité, produit par des rotations ou vibrations accélérées puis décélérées. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas compris non plus. Cette théorie n'est utilisée par nulle autre personne que le docteur Pais et plusieurs physiciens interrogés par The Drive l'estiment plutôt fantaisiste. L'originalité de ce géo-trouve-tout faussement loufoque est que selon des documents dévoilés par The Drive, l'armée américaine semble avoir prêté un grand intérêt à ces expériences. Plus de 466 000 dollars ont été dépensés pour ce prototype entre 2017 et 2019. Une goutte d'eau dans le budget de l'armée, certes, mais une somme conséquente pour un projet jugé irréalisable par les confrères civils du Dr Pais. L'armée semble donc accorder à ces machines un minimum de crédibilité. Peut-être s'agit-il de science-fiction, ne demandant qu'à devenir science tout court. Une autre théorie proposée par The Drive est que ces brevets ne sont pas réalisables avec la technologie d'aujourd'hui, mais permettent de se préparer à des innovations futures. Mais bon, quand vous savez que James Cameron, réalisateur de Titanic et Avatar, est consultant auprès de la NASA, plus rien ne doit vous étonner. En 3, dans un communiqué, l'Institut scientifique allemand Fraunhofer Gesellschaft
explique avoir développé un moyen de stocker de l'hydrogène sous forme chimique. À la fois facile à transporter et à reconstituer de manière peu coûteuse, cette alternative devrait être très intéressante pour les petits véhicules comme les trottinettes électriques ou les motos. En effet, la technologie hydrogène est très prometteuse dans le secteur des transports, mais elle présente encore de nombreux défis. Les véhicules à hydrogène sont équipés d'un réservoir renforcé qui est alimenté à une pression de 700 bars. Ce réservoir alimente une pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. Celle-ci enclenche à son tour un moteur électrique qui propulse le véhicule, expliquent les scientifiques de l'Institut. La taille du réservoir n'est pas un problème pour les véhicules de taille importante comme des bus ou les trains. Et la technologie est également bien développée pour la voiture. Plusieurs centaines d'entre elles circulent d'ores et déjà en Allemagne. En revanche, la vérité est tout autre pour les petits véhicules comme les trottinettes, pourtant de plus en plus populaires. Les chercheurs affirment toutefois avoir trouvé la solution et elle s'appelle PowerPast. Développée à l'Institut Fraunhofer pour les technologies de fabrication et les matériaux avancés, il s'agit d'un carburant se présentant sous forme de pâte à base d'hydrogène et d'hydrure de magnésium solide. Logique. Et capable de libérer de l'hydrogène à la demande. À bord du véhicule, le PowerPast est libéré d'une cartouche au moyen d'un piston lorsque de l'eau est ajoutée à partir d'un réservoir à bord. La réaction qui s'ensuit génère de l'hydrogène gazeux en quantité ajustée dynamiquement aux besoins réels de la pile à combustible. En fait, seule la moitié de l'hydrogène provient de PowerPast. Le reste provient de l'eau ajoutée, expliquent les experts de l'Institut. Mais et c'est incroyable pour vous dire la recherche-développement. Une usine de production dédiée au carburant est déjà actuellement en construction et devrait être opérationnelle dès cette année. Elle fournira 4 tonnes de PowerPast par an. Bon, donc on a bien compris que la stratégie liée à la transition énergétique, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. En 4, si nos smartphones sont régulièrement mobilisés dans la lutte contre le Covid-19, par exemple à des fins de traçage, des chercheurs entendent en faire de véritables outils de dépistage. Une équipe de l'Université de Lille, dirigée par la chercheuse Sabine Suneritz, et je suis désolé si j'ai écorché son nom, a imaginé un système capable de tirer profit de la puissance de calcul de nos mobiles pour détecter le coronavirus. Le principe de ce nouveau test est proche de celui d'un test antigénique. Il s'agit de déposer un échantillon de prélèvement nasopharyngé sur une fine bandelette abritant un récepteur chargé de rentrer en contact avec les protéines du coronavirus. Parmi ces protéines, le spike, également ciblé par les vaccins contre le Covid-19, fait réagir une électrode en produisant un signal électrique spécifique. Une fois que la bandelette est raccordée à un smartphone via une clé USB, une application est alors capable de mesurer l'intensité de ce signal électrique, marqueur numérique de la présence de coronavirus. En 10 minutes, le logiciel est capable d'évaluer la présence du virus, mais également la charge virale. Parallèlement à cette évolution technique, l'équipe de recherche de Lille devra donc trouver un industriel capable de produire massivement ce nouveau kit de test tout en obtenant l'aval des autorités sanitaires. C'est peut-être pas demain la veille, mais ça a le mérite d'avoir été découvert et testé. Bravo. En 5, Microsoft s'est livré à une démonstration de force ce 10 février. En effet, l'entreprise américaine a organisé en collaboration avec 15 chirurgiens orthopédiques situés dans 13 pays différents un marathon de l'opération en réalité augmentée grâce à ces casques HoloLens 2. Prévu à la base pour avoir lieu en direct, l'événement agrémenté de présentations et tables rondes impliquant une soixantaine d'experts a finalement été préenregistré suite aux complications induites par la crise du Covid-19. L'accès à la vidéo est dans l'article et je vous invite à la consulter car c'est réellement incroyable. L'utilisation de casques HoloLens de deuxième génération a permis aux chirurgiens de travailler de façon collaborative en partageant ce qu'ils voyaient à leurs collègues et d'échanger sur la marche à suivre grâce aux caméras intégrées. Elle permet aussi de visualiser le programme opératoire de façon immersive avec une représentation en 3D de la zone à opérer. L'événement a été piloté depuis la France par le professeur Thomas Grégory, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l'hôpital universitaire Avicenne APHP et professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, que je félicite et je pense que vous aussi avec moi. Ce dernier s'était déjà illustré fin 2017 en réalisant l'une des toutes premières interventions en réalité augmentée. Il n'a cessé depuis d'y travailler et a porté ce projet international avec le concours de la Maison des sciences numériques de Sorbonne Paris-Nord et Evolutis Numérique. En 6, lorsqu'on regarde des films de science-fiction, l'on se demande s'il sera un jour possible de voyager entre les planètes comme on voyagerait entre différents pays.
Une nouvelle invention pourrait permettre de réaliser une telle prouesse. Et elle a été développée par le docteur Fatemeh Ibrahimi, physicienne irano-américaine au prestigieux Princeton Plasma Physics Laboratory de l'US Department of Energy. Ainsi, l'appareil qui pourrait révolutionner les voyages spatiaux est un nouveau moteur à fusion, utilisant des champs magnétiques pour propulser des particules de plasma. Selon les informations, l'usage des champs magnétiques va permettre entre autres de gérer la poussée produite par le moteur et de l'adapter au type de mission. Les astronautes aux commandes pourront également faire varier la poussée en temps réel. On parle ici d'astronautes car le plus gros avantage de ce moteur, de ce nouveau moteur, est qu'il va permettre à un vaisseau spatial en direction de Mars d'arriver 10 fois plus vite qu'avec des propulseurs à champ électrique. Selon le docteur Fatemeh Ibrahimi, un vaisseau spatial avec une vitesse initiale élevée pourrait nous permettre de visiter les planètes extérieures du système solaire. Actuellement, les voyages longue distance peuvent durer des mois et même des années à cause de l'impulsion spécifique des fusées à carburant chimique qui est très basse, ce qu'il fait qu'il faut du temps avant que le vaisseau n'atteigne la vitesse désirée. Enfin, on conclut sur le thème de l'e-éducation avec le Togo qui a choisi le système RETIS dont les initiales signifient réseau, énergie, TIC pour l'éducation et les entreprises et qui est en soi un cartable numérique qui connaît son premier déploiement au Togo avec l'école supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'Église ESAC NDE de Lomé. La solution assure une communication en local de tous les acteurs entre eux, à savoir l'administration, les professeurs et les élèves, qui pourront ainsi communiquer sur le site de l'école, mais aussi dans un rayonnement de 15 à 20 km à la ronde. Avec un déploiement supplémentaire, la solution peut avoir un rayonnement de 40 km, permettant la continuité de la communication. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, elle rend possible la distanciation physique demandée dans les écoles. Les cours en présentiel pourront continuer avec moins d'apprenants. Mais ce n'est pas tout, car la solution rend accessibles les cours partout dans les rayons de la solution, qui permet de faire de l'économie à plusieurs échelles par la digitalisation des manuels pédagogiques, etc. En adoptant cette solution, 80% de la communication reste sur un réseau local, seulement 20% nécessitera un recours à Internet. C'est la solution 80-20. Moins encombré, synonyme d'une amélioration du service pour les besoins les plus urgents. Pour le docteur Victor Agbegnenu, cette solution permet d'avoir du numérique partout et pour tous, d'avoir les cahiers, les livres, toutes les fournitures en numérique. Une économie pour l'État, les parents, les éditeurs, bref, pour tous les acteurs de l'éducation. Il s'agit aussi de donner la possibilité aux apprenants d'être habitués aux outils numériques dans un monde de plus en plus digitalisé, de quoi préparer les apprenants aux nouveaux enjeux du monde. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.